Merci à l'équipe de Radio Okapi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Okapi, bonjour et bienvenue à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 28 juin 2017. À mes côtés, Florence Marchal, coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies, pour parler des activités menées par l'équipe pays des Nations Unies durant la semaine écoulée et à partir du moment le capitaine Adil Esler, porte-parole militaire par l'intérim de la force. Il vous présentera la situation sécuritaire dans les différentes provinces du pays. Aujourd'hui, nous avons comme invité les représentants RDC du programme alimentaire mondial PAM, M. Claude Gindar, et le représentant par intérim de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, M. Alexis Bonté. Tous deux, nous parlerons d'une mission effectuée récemment au Kasaï et au Tanganyika avec les directeurs des urgences de leurs organisations respectives. Nous démarrons donc cette conférence de presse par les activités des composantes de la MONUSCO, protection de l'enfant. Selon les données de la section protection de l'enfant de la MONUSCO, enregistrées durant la période du 19 au 23 juin 2017, 82 cas de violation grave des droits de l'enfant ont été commis par les groupes armés et la milice Kamina Sapou dans le contexte du conflit armé à RDC. Chaque jour, des enfants, filles et garçons sont victimes de recrutement, d'enlèvement, de violations sexuelles, de meurtres et de mutilations sur le sol congolais. Au cours de la période considérée, la section protection de l'enfant a documenté 39 cas séparés des groupes armés Maïmaï Mazembe, Maïmaï Charles, NRD, NDC Rénové, Niatura, FDLR, FOCA, FRPI et de la milice Kamina Sapou. De plus, 7 enfants ont été tués et 9 autres mutilés par les FRPI, NDC Rénové, FRDC et Kamina Sapou. Plus de 80% des meurtres et mutilations ont été causés suite à la manipulation d'engins explosifs abandonnés par les parties en conflit. 6 cas de viol et violences sexuelles perpétrées par les filles sur des filles mineures ont été répertoriés à Béni, Boutembo, Goma et Kananga. Dans le territoire du Loubéro, au nord Kivu, la section a constaté l'enlèvement de 8 enfants par NDC Rénové, Maïmaï Mazembe. À Béni, la documentation a également révélé que 3 écoles ont été attaquées suite à des affrontements entre les FARDC et les éléments Maïmaï. En outre, 10 élèves en Ituri ont été attaqués par le groupe armé FRPI. La section s'indigne devant ces violations qui mettent en péril l'accès à l'éducation des milliers d'enfants et créent un climat d'insécurité alarmant pour les enfants. Aussi, face aux attaques répétées sur les écoles et contre les étudiants de Béni et de Bunia, ainsi que les récentes attaques au Kasaï, la section tire la sonnette d'alarme et invite instamment toutes les parties en conflit à s'abstenir de viser des cibles civiles, à savoir les établissements scolaires ou sanitaires. La commémoration de la journée de l'enfant africain se poursuit avec l'organisation d'une campagne de sensibilisation de masse en Ituri, à Abeba, en vue de favoriser la prise de conscience face au respect des droits de l'enfant. En effet, la section protection de l'enfant, en collaboration avec le groupe de travail technique conjoint sur la mise en œuvre de plans d'action pour mettre fin au recrutement d'enfants, le Parlement des enfants et des jeunes reporters ont organisé une séance de sensibilisation sur l'impact des conflits armés sur les enfants et un concert musical avec l'artiste musicien David Doubé et Peace Fighters à Abeba et Getty. Plus de 1700 personnes ont pris part à cette activité. Information publique, une équipe pluridisciplinaire de la MONUSCO a conduit le 24 juin 2017, en partenariat avec le gouvernement provincial du Kasaï, une mission de terrain à Luebo, dans la province du Kasaï, pour demander à la population qui avait fui les incursions de la milice Kamina Sapou de revenir. Par ce geste, le gouverneur Marc Manianga a voulu montrer que Luebo est maintenant sécurisé par les FARDC, que la population peut faire confiance aux soldats loyalistes et ne plus craindre des attaques des miliciens. C'est dans ce cadre qu'il a chaleureusement remercié la MONUSCO pour le partenariat fructueux avec sa province pour le retour et le maintien de la paix avec une présence accrue de l'ONU. Il demande aussi à la population de pardonner et de privilégier la réconciliation. Pour les autorités provinciales, ce retour au calme permettra enfin l'organisation des examens de fin d'année, l'inauguration de 2 centres de santé et la réhabilitation de plusieurs ponts pour désenclaver certaines localités des 5 territoires de Kasaï pour le relier à Chikapa.
À Béni, un nouveau pont reliant le quartier Massiani au quartier Bouekene a été inauguré le 23 juin dernier en présence du directeur du bureau de la MONUSCO, Béni Boutembo Lubero, du maire de la ville de Béni et du comité urbain de sécurité. La construction de ce pont s'inscrit dans le cadre d'un projet à impact rapide estimé à environ 12 000 $ américains. Ce pont, ce sont les habitants du quartier Massiani dans la commune de Moulekera, une zone très marécageuse de la ville de Béni, qui ont sollicité les casques bleus népalais de la MONUSCO pour la construction de ce pont, car l'absence de ce pont ne permettait pas aux forces de sécurité congolaises et aux éléments de la police de la MONUSCO d'accéder rapidement à ce quartier en cas d'incident sécuritaire. Dans son adresse, le maire de la ville de Béni a souligné l'importance de ce pont pour la lutte contre la criminalité. Ce pont facilite également les activités économiques de la population de cette partie du pays, surtout les femmes qui transportent le bois de chauffe pour le vendre et chauffer leur foyer. Une vingtaine d'agents commis à la sécurité des prisons du Nord Kivu prennent part depuis le 26 juin à Goma à une formation sur le plan de contingence de sécurité des prisons. L'activité est organisée par la MONUSCO à travers la section appui à la justice et à l'administration pénitentiaire. Cette formation implique des militaires, des éléments de la police nationale congolaise et des surveillants de prison. Ce plan de contingence répond à une préoccupation, notamment les nombreuses évasions de détenus de certaines prisons du Nord Kivu ces derniers mois. Toujours à Goma, la MONUSCO et OCHA vont soutenir le service de protection civile du gouvernement provincial à organiser une simulation d'évacuation des populations d'un quartier de la ville cette semaine. C'est dans le cadre du plan de contingence du gouvernement en cas d'éruption volcanique. Lundi et mardi dernier, les journalistes ont été formés par le service de protection civile sur le plan de communication concernant la sensibilisation des populations, laquelle doit précéder cette simulation. Radio Okapi est impliquée dans cette campagne. Et puis, police MONUSCO, le 26 juin 2017, une session de recyclage thématique en police de proximité s'est ouverte en Bandaka au profit de 25 policiers, parmi lesquels 3 femmes. Cette session durera 5 jours et sera animée par 2 formateurs, dont l'un de la police des Nations Unies et l'autre de la police nationale congolaise. Le même jour, à l'école de police de Kassapa, à Lubumbashi, 215 policiers ont poursuivi une formation sur la police de proximité. 396 policiers, dont 30 femmes, ont bénéficié d'une formation de base. Le 28 juin, 300 éléments de la police des Nations Unies ont participé au lancement officiel de la formation anti-émeute à l'école de police de Kasangulu dans le Congo central. Voilà, c'est tout pour les informations de la MONUSCO. Je passe à présent la parole à Florence Marchal pour les informations de l'équipe. Florence, c'est à vous. Merci Théophane, bonjour à tous. Plus de 66 000 déplacés vont bénéficier d'assistance dans le Haut-Lomani et le Tanganyika grâce à un projet de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, en partenariat avec l'ONG Concern. L'assistance, qui va durer une année, consistera à fournir des articles ménagers essentiels, des abris d'urgence et des infrastructures en eau, hygiène et assainissement. En mai dernier, le Programme alimentaire mondial et son partenaire Action contre la pauvreté avaient également distribué des vivres à 18 000 déplacés dans ces mêmes provinces. Le 22 juin dernier, l'Agence américaine pour le développement international, USAID, à nouveau elle, a officiellement lancé un nouveau programme d'une valeur de 35 millions de dollars dans le sud de Kivu, un programme qui a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et le bien-être économique de plus de 180 000 personnes vulnérables qui vivent dans les territoires de Kabaré et Kaléé. Le 15 juin dernier, en partenariat avec l'Église anglicane, le Programme alimentaire mondial a distribué 75 tonnes de vivres à plus de 8 000 personnes déplacées internes accueillies sur le site de déplacement de Lukwambulo, situé à quelques 10 km de la ville de Kalémie. Pour ces déplacés arrivés en janvier et février dernier, il s'agissait d'une première ration alimentaire. Ces personnes, dont la majorité appartient à la communauté Toit, ont fui leur village depuis le mois de février 2017. Et puis, une note positive pour terminer mon intervention. Si tout se passe comme prévu, la République démocratique du Congo déclarera la fin de l'épidémie d'Ebola dimanche prochain. Pour rappel, l'épidémie avait été déclarée le 11 mai dernier dans la zone de santé de Likati, dans la province des Bawele. C'est une réponse coordonnée entre le ministère de la Santé et ses partenaires, dont les Nations Unies, qui a permis de juguler rapidement l'épidémie, dont le bilan est à ce jour de 8 cas et 4 décès.
Merci Florence. Nous allons tout de suite à Goma pour rejoindre le capitaine Idil Essrir, le porte-parole militaire. Capitaine, c'est à vous, à Goma. Merci. Bonjour à tous. Situation militaire. La situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa ainsi que dans les autres provinces situées dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo a été rapportée calme durant la semaine écoulée. Dans les provinces des Kasaï et Kasaï orientales, il a été caractérisé par un déplacement de population civile dans les localités de Mochima et de Kaembe, suite à des accrochages entre les forces de sécurité de défense congolaises et des miliciens Kamwina-Sapu. La MONUSCO poursuit à travers ses unités déployées dans les régions affectées ses efforts visant à dissuader les violations des droits de l'homme, à mettre un terme aux activités négatives, faciliter l'accès humanitaire et assurer la protection des populations civiles et vulnérables. C'est dans ce cadre que les unités supplémentaires sont envoyées pour renforcer la capacité des unités existantes et affirmer le sentiment de sécurité au sein de la population civile, afin de créer un environnement sain et sécurisé dans les provinces de Kasaï. À cet égard, deux compagnies, une des bataillons sud-africains et une des bataillons ghanéens, sont en cours de déploiement pour renforcer le bataillon pakistanais déjà déployé et consolider davantage la présence onusienne. Dans les provinces d'Oro et de Bawele, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, maintiennent avec le soutien déterminant de la force de la MONUSCO une forte pression sur les éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur. Et ce, dans le but de contrer leur activisme lié au kidnapping et pillage, rapporté à Diabaka et Mapangi, mais également de protéger les populations civiles. En Ituri, l'armée congolaise poursuit avec le soutien de la force onusienne ses activités militaires destinées à neutraliser les éléments réfractaires des fronts de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, dont l'activisme a été rapporté dans des localités situées au sud des territoires des Lomo, notamment Isura et Aveli. Le 19 juin 2017, des troupes d'intervention rapide de la force de la MONUSCO, déployées promptement à 2 reprises dans la localité de Kamatsi, ont réussi tour à tour à repousser avec succès l'incursion des éléments des FRPI et assurer la protection des populations civiles. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire est demeurée volatile dans certains territoires de cette province, notamment Beni, Massissi et Rutshuru. L'armée congolaise soutenue par la force de la MONUSCO demeure engagée contre l'activisme des groupes armés. Dans le territoire de Beni, la force de la MONUSCO maintient son appui aux forces de défense et de sécurité congolaises, dans le but de repousser les incursions des forces négatives et d'assurer la protection des populations civiles. Le 22 juin 2017, des troupes d'intervention rapide de la force onusienne ont été promptement projetées à Beni et appuyer efficacement les forces de défense et de sécurité congolaises engagées contre les éléments du groupe Mai Mai. Ainsi, les attaques ont été repoussées par les forces coalisées, entraînant de ce fait une stabilisation de la situation dans les zones touchées. Dans le territoire de Massissi, la brigade Nord-Kivu a déployé promptement dans la localité de Kitshanga des patrouilles motorisées vigoureuses, dans le but d'interdire toute exaction contre les civils, de combattre les menaces sécuritaires et de rassurer et protéger les populations locales. Au chapitre des éditions dans la province, durant la semaine écoulée, 5 éléments de différents groupes armés se sont rendus aux troupes des forces congolaises et onusiennes déployées dans la province, dont 4 des forces démocratiques de libération de Rwanda, FDLR. Au sud Kivu, les troupes de la force de la MONUSCO, déployées en soutien à l'armée congolaise dans cette province, demeurent actives dans le but d'interdire l'activisme des groupes armés et de protéger les populations civiles. Le 21 juin 2017, des patrouilles de la force de la MONUSCO ont été déployées dans la région des Pont-Kéliba, située à 13 km au nord d'Ouvira, en vue d'interdire toute exaction contre les populations civiles par des miliciens et de sécuriser la zone. Au Tanganyika, la MONUSCO poursuit à travers ses composantes ses efforts visant à mettre un terme au conflit interethnique entre les Loa et les Toba, à protéger les populations civiles et aussi à restaurer l'autorité de l'État. Enfin, la force de la MONUSCO a maintenu un trop haut niveau de patrouille armée de jour comme de nuit et a fourni plusieurs escortes, soit pour évacuer des civils blessés, soit au bénéfice d'organisations non gouvernementales pendant la période de ces examens. Merci. Merci, capitaine. Je me tourne à présent vers mes invités. Je vous rappelle, ce sont les représentants du programme alimentaire mondial, M. Claude Chibida,
et le représentant par intérim de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, M. Alexis Bonté. Peut-être quelques mots d'introduction pour commencer. Vous venez du Tanganyika et du Kasaï. Quel témoignage rapporter? Merci d'abord, merci pour cette opportunité. Cette mission qui est allée au Tanganyika, au Kasaï, est aussi allée au Kivu, ainsi qu'en Équateur, plus particulièrement dans la province du Nord-Ubangi, est une mission qui a été motivée par notre envie et notre besoin qu'une attention particulière soit ramenée sur la situation humanitaire au Congo. Vous savez que depuis quelques années, depuis quelques mois en tout cas, la situation d'insécurité alimentaire se détériore un peu partout. Je vous citerai 4 exemples particuliers: le Yémen, le Sud-Soudan, la Somalie et le Nord-Nigeria. Ces 4 contextes attirent toute l'attention de la communauté internationale, l'attention des bailleurs et je dirais même l'attention de nos sièges. Alors ce que nous avons voulu, c'est que nos collègues directeurs des urgences du PAM et de la FAO viennent en RDC pour regarder la situation de la RDC. Nous pensons qu'elle est aussi très sérieuse. C'est une situation qui se détériore de plus en plus. Quelques chiffres. En début d'année dernière, nous avions 1,6 million de déplacés en RDC. Aujourd'hui, nous en avons 3,7 millions. La RDC est devenue le pays africain qui compte le plus de personnes déplacées internes. Plus de 500 000 personnes déplacées dans le Tanganyika. 1,3 million de personnes déplacées dans le Kasaï. Presque 1 million au Nord Kivu, au Sud Kivu. Et ce sont des déplacements qui, pour certains, durent depuis longtemps, des déplacements répétés. Nous pensons que la situation en RDC est critique. Et d'ailleurs, vous le verrez prochainement, une analyse de la situation de sécurité alimentaire qui est faite conjointement par le gouvernement, le PAM, la FAO et d'autres acteurs démontre très clairement une détérioration de la situation. Voilà pourquoi nous avons tenu à faire venir en RDC nos directeurs des urgences. Alors ce que nous avons fait, c'est aller voir des déplacés, rencontrer des déplacés, discuter avec eux, discuter avec les autorités provinciales, discuter avec les partenaires terrain pour essayer de voir les meilleurs moyens, les meilleurs types d'assistance à mettre en place pour aider ces gens-là. Et ici, je vais peut-être m'appesantir particulièrement sur les Kasaï, parce que la situation dans les Kasaï, malheureusement, me rappelle de trop pénibles souvenirs que j'ai connus en RDC à la fin des années 90. C'est la 3e fois que j'ai un poste en RDC avec M. Bonté, fin des années 90. Nous avions travaillé dans l'Est et nous avions vu des choses terribles. Nous avons revu et nous revoyons ces mêmes choses aujourd'hui dans le Kasaï. Les populations sont déplacées, ont quitté leur village. Les femmes, les enfants sont traumatisés et ce sont des gens qui n'arrivent pas à retourner ou qui disent ne pas vouloir en ce moment, pour ceux qu'on a rencontrés en tout cas, retourner dans leur village. Alors le problème, il est relativement simple. Ces populations ont raté 2 saisons agricoles. Si elles ratent encore une saison agricole, on va avoir une situation dramatique, avec un besoin d'assistance alimentaire long et extrêmement coûteux, pour lequel nous ne savons même pas si nous aurons des ressources pour le faire. Alors, ce cri que nous lançons et que nous demandons à nos collègues directeurs des urgences de lancer aussi, c'est pour pouvoir effectivement mettre en place aussi rapidement que possible des interventions pour aider les gens à s'aider. Pour ce qui concerne le PAM, nous avons déployé bien sûr un certain nombre de moyens logistiques pour coordonner aussi la logistique pour les différents acteurs. Nous avons mis à disposition aussi les avions de UNHAS pour permettre aux acteurs humanitaires de pouvoir accéder aux différents endroits.
Je vais m'arrêter ici et laisser la parole à mon collègue Alexis Bonté de la FAO, qui lui pourra vous parler un peu plus en détail des actions qui sont déjà mises en place et surtout du besoin d'attention soutenue qui doit être apportée à la RDC en général et au CACER en particulier. Merci. Merci beaucoup. Moi aussi, je voulais également apporter ma voix, celle du représentant du PAM, parce que quand on revient d'une mission comme celle-là, on a l'obligation de témoigner. On ne peut pas garder ça sous silence ou laisser ça seulement dans des rapports écrits qui parfois ne sont même pas lus. Vous savez bien qu'au Kasaï et Tanganyika, c'est environ 2 millions de déplacés. 2 millions de déplacés sont des statistiques un peu macabres, mais quand vous écoutez la vie des gens, c'est inouï, c'est bouleversant. 2 millions de déplacés, pour les gens qui nous écoutent à l'extérieur de la République, c'est environ Paris intramuraille. Donc c'est une population énorme. Pour nous qui vivons en RDC, 2 millions de personnes, c'est comme si tout le Maniema devait fuir. C'est énorme comme population. La situation, elle est vraiment sombre, mais grâce aux rencontres qu'on a eu à avoir avec les populations elles-mêmes déplacées, elles ont permis de garder espoir. Vous savez, en mars, on est parti au Tanganyika avec ce qu'on appelle l'équipe humanitaire pays, où il y avait des gens des ambassades, des gens des ONG. Et là, il y a une dame d'une ambassade qui avait pris beaucoup de photos pour témoigner, et elle me montre ces photos, et elle me dit « Qu'est-ce que tu remarques ?» Alors je dis « Bon, je vois les enfants ont des habits qui ne sont pas très propres, pas de chaussures. » Elle dit « Non, non, regarde bien. » Sur la dizaine de photos, aucun enfant ne souriait. En général, les enfants sourient quand on prend des photos, surtout en Afrique et en particulier au Congo. Et là, aucun enfant ne souriait sur une dizaine de photos. Ça, c'est vraiment révélateur et ça fait froid dans le dos. C'est qu'ils ont vécu des atrocités qu'ils n'arrivent pas à, entre guillemets, digérer, à assimiler. Et ces atrocités, comme l'a dit le représentant du PAM, ça peut avoir des conséquences à long terme. Il faudra vraiment trouver, au-delà de l'assistance alimentaire, agricole, etc., il faut une assistance psychologique pour ces enfants. Ils ne vont pas sortir de ces événements sans assistance particulière. Là, à Kalemi, dans le camp de déplacés, en fait, on a eu la chance de rencontrer le chef du local, Kalunga, qui nous a promis, et qui l'a fait d'ailleurs, de pouvoir avoir accès à les terres des bas-fonds, là où on avait localisé les déplacés. Et depuis 2 mois qu'on a pu intervenir, ces bas-fonds ont été transformés en champs de maraîchage. Et là, on a vu des dames et des enfants avec le sourire. Rien que le fait de pouvoir travailler, de reprendre goût à la vie, de faire croître des aliments, de faire croître un élément vivant, ça leur a donné goût à la vie. On a vu les enfants sourire, jouer avec l'eau des pluies. Ça nous a fait beaucoup de plaisir, ça nous a réchauffé le cœur. À Chikapa également, nous étions allés il y a je pense 1 mois également. Et là, on avait vu dans un centre de santé environ 200 enfants et femmes. C'est encore plus atroce qu'on a vu. On a vu des enfants blessés à la machette. Quelle est l'idée d'aller blesser des enfants à la machette? Déjà, blesser un autre être humain avec la machette, c'est pas quelque chose de normal, mais blesser des enfants. À ce moment-là, personnellement, je n'ai même pas pu parler avec les gens. Par décence et par respect, parce que j'ai vu. Moi-même, j'étais transi, j'étais sous le choc. Heureusement, il y avait des ONG locales qui nous ont fait part de leurs besoins et des idées qu'elles avaient pour ces populations. Et là également, on a pu intervenir avec des intrants agricoles et des semences, des outils, etc. Et puis ces ONG ont trouvé une 20aine d'hectares en bordure du fleuve. Et grâce aux intrants qu'on a pu envoyer, de nouveau les dames, là il y avait également des hommes, ont pu recommencer à travailler. Quand on est allé la semaine passée, on est arrivé sur le site, j'ai même demandé à mon collègue, est-ce que ce sont des déplacés? Parce que ces gens rigolaient. Il m'a dit non, ce sont les mêmes personnes que vous avez vues. Mais le fait qu'ils travaillent, de nouveau, elles aussi, elles reprennent goût à la vie. Ces dames, on a osé leur parler, enfin osé, je me suis senti plus à l'aise pour leur parler, et en fait ce qu'elles ont vécu c'est inouï. Elles sont parties de 100 km à pied, et un matin elles se réveillent, on leur apprend que le mari est décédé, elles ne retrouvent pas le corps. De leurs enfants, 4, 5, 10 enfants, seulement 2 ont été retrouvés, et elles ont fait les 100 km pour arriver à Chikapa. Dans les bas-fonds, dans la brousse, les serpents, l'eau, la pluie, vraiment des choses atroces. Maintenant, finalement, avec le travail qu'elles peuvent recommencer, et puis l'aide des familles locales, des familles hautes, on a vu des sourires, elles ont repris goût à la vie, à la dignité. Et ce qu'on veut dire, c'est que malgré tout ça, ces dames, en fait, elles nous ont même inspirés, grâce à leur courage, grâce à leur ténacité, et reprendre goût à la vie, maintenant elles sourient, elles nous ont même fait sourire. Vraiment, ce sont des gens extraordinaires. Ces gens-là, et les champs maraîchers, en fait, maintenant, on ne les considère plus comme des productions alimentaires, mais surtout, ce sont des champs qui alimentent la vie, qui redonnent espoir, et je pense qu'il faut essayer de soutenir au maximum cette petite activité pour que les gens puissent repartir sur des nouveaux pieds et repartir vers un avenir plus prometteur.
Ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'on ne peut pas les abandonner, que ce soit les collègues du gouvernement, les collègues des ONG, les collègues des Nations Unies. Ce qu'on souhaite, c'est que d'autres missions puissent aller là-bas, voir, témoigner et pouvoir prendre des décisions afin qu'on ne les abandonne pas et qu'on puisse les aider le mieux qu'on peut à reprendre goût à la vie. Elles nous ont donné vraiment une grande leçon de vie, d'humilité, de courage et aussi d'espoir. Merci beaucoup. Merci aux deux représentants. Nous sommes maintenant à la phase de questions-réponses. Vous connaissez la règle, téléphone sous silencieux, de façon à ce qu'on puisse faire cette partie-là d'une manière calme. Donc on va commencer par Kinshasa. Une question à ma gauche d'abord. Je vois une main au fond. Je préfère commencer au fond. Donnez le micro là. C'est Charles Kitingani pour le compte du journal de gouvernance plus magazine du Congo central par récemment. J'aimerais poser ma question à la MONUSCO. Vous avez bien suivi la position des évêques qui donne un certain ultimatum au gouvernement par rapport à la question des élections. Et quelle est jusque-là la position de la MONUSCO? Est-ce qu'elle se rallie derrière l'Église catholique ou elle continue à soutenir sa position de neutralité, qui ne dit pas la bonne position ou sinon la position exacte, en souffrant parfois le chaud et le froid? Je vous laisse la paternité de vos déclarations à ce qui est de souffler le froid et le chaud. Pour notre part, je voudrais vous dire que, en fait, c'est un commentaire émis par une autorité religieuse qui a, comme vous le savez, a facilité un peu les travaux qui ont abouti aux accords du 31 décembre. C'est une structure qui a le droit à l'expression, qui peut s'exprimer, qui exprime ses idées. Et dans ce sens, nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire sur leur déclaration. Deuxième question, à ma droite. Oui, monsieur. Merci, André Roman de KTV. Monsieur Bonté, vous et Monsieur Jubila, vous venez d'effectuer une mission à l'Est, une mission humanitaire, et vous avez particulièrement dirigé votre attention sur le Kasaï. Vous savez qu'il y a plusieurs Congolais qui se sont déplacés vers l'Angola et donc, selon les échos qui nous parviennent, les enfants, il y a une forte mortalité infantile. Est-ce que vous, les humanitaires au Tchad, FAO, PAM et les gouvernements congolais, les HR surtout, vous avez pris certaines dispositions pour aider ces enfants-là qui sont en Angola? Oui, allez-y. Oui, tout à fait. Le PAM, la FAO, l'UNICEF, le HR, un certain nombre d'autres organisations et le gouvernement angolais se sont mobilisés dès que les premiers Congolais ont traversé la frontière. Ils ont mis en place une opération d'assistance. Ils ont fait, il y a, je crois que c'était hier d'ailleurs, un appel de fonds aux bailleurs pour que des ressources soient mises à disposition pour aider les Congolais qui sont en Angola. Je dois dire que l'assistance qu'ils reçoivent là-bas est bien plus, bien au-delà de ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour ces mêmes Congolais qui sont restés au Kasaï, parce qu'ils sont pour le moment difficiles à taxer. Merci pour la réponse. Nous allons partir à Goma pour prendre deux questions. Goma, vous avez deux questions. Merci pour la question. C'est Viel Zavaline d'Aboneko de la radio-télévision belge francophone RTF. La question adressée à Théophane Kinda. La RDC n'est pas sous-tutelle des Nations Unies, avait déclaré le porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Suite à l'acharnement de la MONUSCO face aux enquêtes Kamina Saputakasa et le Conseil central. Et de l'autre côté, il y a de cela 2 semaines que la MONUSCO avait accordé un ultimatum de 48 heures pour mener des investigations là-dessus. Et on est en train d'observer qu'il y a plus en plus une excentricité très peu diplomatique entre la MONUSCO et les gouvernements
Et ne voyez-vous pas que c'est vraiment une détérioration des relations? Je ne sais pas si vous dites en tant que... Non, je ne pense pas qu'il y a une détérioration des relations entre le gouvernement et la MONUSCO. Dans ce sens que s'il y avait la détérioration, il n'y aurait pas cette mission du bon office que nous continuons à mener à tout moment. Vous savez très bien que le représentant spécial du secrétaire général ne cesse de rencontrer toutes les parties au niveau du gouvernement. Il a des rencontres au plus haut niveau. Peut-être qu'on ne vous le dit pas, mais il a des rencontres au plus haut niveau pour discuter, échanger sur les questions de l'heure. Et s'il y a le dialogue, ça veut dire que nous travaillons, nous collaborons, nous soutenons les efforts qui sont faits dans ce pays. Et c'est pour cela que nous faisons ces échanges d'une manière permanente avec tous les acteurs, au niveau du gouvernement, au niveau des partis politiques, au niveau de la société civile. Donc, c'est dans le cadre normal de nos bons offices que nous travaillons dans ce sens. Donc, je ne peux pas vous dire, ce n'est pas vrai que de dire qu'il y a une détérioration du climat de travail ou de l'entente entre le gouvernement et la MONUSCO. Deuxième question, on reste à Goma, s'il vous plaît. Je vais vous poser peut-être la même question que Samy, mais autrement. Le gouverneur a si bien dit que les Maïmaï ont attaqué par 4 fois en 1 mois la zone de Brimi. Et c'est que pour l'instant, ils sont bien ravitaillés. Si on ne sait pas couper leur ravitaillement, mais qu'est-ce qui est fait au moins entre la MONUSCO et l'armée du pays pour au moins protéger ces populations, pour ne pas attendre de subir et puis de contre-attaquer, pour que finalement nos enfants retrouvent ce sourire d'Indien. Et capitaine, vous voulez commencer à répondre? Capitaine? Oui, je réponds. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Donc pour la situation de l'île, pour nous, l'identification des assaillants pour la force de la MONUSCO, ce sont un groupe Maïma. Peut-être qu'il y a des rescapés de l'élévation de l'île, des ADN, qui sont mêlés avec eux. Pour nous, on n'est pas là pour identifier ça comme une rébellion. Pour nous, ce sont des forces négatives. Forces négatives qu'on doit combattre. C'est ce qu'on a fait. Et comme je dis à votre collègue, on l'a fait à chaque fois. Et à chaque fois, on fait des actes proactifs. À chaque fois où on a l'information, on dépêche nos forces, on projette nos forces promptement, d'une manière dynamique pour apporter la réponse à ça. Vous dites qu'il y a un groupe, peut-être, qu'en cours de construction, dont on n'est pas immobile. On suit la situation de tout le monde. Donc, mais ce qui est nécessaire pour nous encore à dire et à redire, c'est qu'on va combattre promptement ces gros armes. Et je pense qu'on l'a déjà fait à chaque fois où la situation se descend. Voilà, je ne pense pas, M. Chopin, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je pense que vous avez dit l'essentiel. Il faut savoir que dans ce qui se passe par exemple à Bini, effectivement, nous avons l'information comme quoi il y a beaucoup de groupes armés qui interviennent. Mais sachez que nous sommes très actifs. Si vous prenez par exemple le cas, ce qui s'est passé, je crois, le 17 juin passé, nous avons très rapidement déployé nos forces et conjointement avec les FARDC pour essayer de stabiliser et de ramener le calme dans la situation. C'est vrai qu'il y a des attaques récurrentes, mais la force est en train de travailler dans la zone de manière à identifier les assaillants et voir dans quelle mesure, conjointement avec les FARDC, nous pouvons mettre hors d'état de nuire ces groupes armés. La deuxième question à Goma, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est Patrick Félix Abeli pour CAS Info. Je vais poser la question aux deux messieurs du PAM et des FAO. Vous déclarez que la situation est très critique en République démocratique du Congo.
cette situation elle est due à des conflits politiques, socio-sécuritaires qui se retrouvent au pays. Au-delà des pistes de solutions habituelles que vous avez toujours dit pour décanter la situation, est-ce que vous pensez cette fois-ci ou vous croyez à un rétablissement normal de la situation, d'autant plus que cette situation que le pays traverse, elle est due à ce que je venais de dire, la politique, la situation politique, socio-culturelle qui laisse à désirer. Qui prend la parole? Je vais répondre. C'est clair que si vous regardez aujourd'hui les causes d'insécurité alimentaire dans le monde, à 90%, elles sont dues à des conflits. En RDC, le problème de déplacement est un problème qui est dû au conflit. Parler d'insécurité alimentaire dans un pays comme le Congo, où la terre est la plus propice que je n'ai jamais connue, c'est un problème qui n'est pas de nature, qui n'est pas un problème de la terre. C'est un problème qui va au-delà de la disponibilité des terres ou des capacités de production. Donc c'est un problème de conflit. Ce sont les conflits qui font qu'on a 3,7 millions de déplacés. Donc les conflits doivent être adressés si nous voulons une solution. Nous, en tant qu'humanitaires, oui, nous pouvons apporter un petit pansement. Mais je pense que vous aussi, et c'est là que je voudrais peut-être m'adresser à vous aussi en tant que média, ce n'est pas le PAM et la FAO seul qui peut faire ce travail. Nous sommes ici pour aider le gouvernement congolais. Nous sommes ici pour aider les Congolais qui sont dans les besoins. Donc nous comptons aussi sur vous. Et je vous dis, j'aurais aimé avoir un peu plus de questions et peut-être avoir le sentiment qu'il y a un peu plus d'intérêt pour les 3,7 millions de Congolais, de femmes et d'enfants qui sont dans une situation critique. Merci. La conférence n'est pas terminée. On va prendre peut-être 10 minutes encore pour pouvoir terminer. Mais avant qu'on ne rende l'antenne au Okapi, j'avais prévu de faire à la fin, mais je vais profiter de l'antenne au Okapi pour présenter une nouvelle collègue qui va être en charge de la présentation de la conférence de presse à partir de la semaine prochaine. Il s'agit de Madame Fabienne Pompé, que certains de vous connaissent déjà. Et pour moi, c'est un plaisir, mais la semaine prochaine, elle se fera le plaisir d'être là avec vous pour la présentation de la conférence de presse avec Florence Marchal. Cela dit, c'était une parenthèse. Tu peux peut-être dire un mot avant qu'on reprenne deux, trois questions. Bonjour, d'abord je suis ravie de vous retrouver, je connais certains d'entre vous. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir avec vous travailler en RDC et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Merci. Donc on revient à Kinshasa pour deux questions. Je prends le monsieur qui est au fond. Oui, après c'est vous. Oui, c'est Germain Kawai pour le compte de CCTV. Je vais poser ma question à Mme Florence Marchal qui parlait de l'annonce de la clôture ou bien de la fin des choléra en RDC. Ebola plutôt. Alors, je voudrais prendre la question dans le sens des choléra. Excusez-moi, je voudrais maintenant poser par rapport au choléra parce que selon les dernières informations suivies sur la radio Paris, le centre de traitement de prise en charge qui a été installé en Badaka n'a plus de produits ni de matériel. Donc nous pensons que les Nations Unies, avec le gouvernement en place, étaient en train de prendre en charge les personnels qui travaillaient aussi, le malade. Pourtant, les 6 malades qui sont abandonnés, il y a peut-être d'autres cas qui peuvent encore s'annoncer. Alors quelle est la position, mais quelles sont déjà les actions qui sont mises en place pour approvisionner ces centres, mais aussi prendre en charge les malades qui sont là abandonnés, qui payent maintenant leurs produits pour les traitements. Merci. Oui, merci. En effet, si on peut se satisfaire des résultats pour Ebola, il n'en est pas de même pour le choléra. On assiste à une augmentation de 7% des cas par rapport à 2016 à la même époque.
Depuis le début de l'année, 12 215 cas de choléra enregistrés avec 378 décès. Vous faisiez référence, j'ai entendu comme vous ce matin sur Radio Okapi, aux problèmes dans l'Équateur, mais la situation est également très préoccupante au Congo central. Et aussi, il faut savoir, on l'a déjà dit, que Kinshasa est également touché depuis la mi-mai avec 136 cas et 12 décès. Alors, la réponse, comme souvent, c'est une réponse coordonnée avec, en accompagnement du ministère de la Santé. La réponse au choléra, c'est surtout une réponse sur les pratiques, à avoir de bonnes pratiques en matière d'hygiène. Et le véritable, la meilleure manière d'aborder et de mettre fin à la choléra, c'est de pouvoir améliorer toutes les structures d'eau, d'hygiène et d'assainissement, donc des programmes à plus long terme. Donc voilà, donc une fois encore une réponse coordonnée autour du ministère de la Santé. Et comme vous l'avez entendu aujourd'hui, beaucoup de crises ici en RDC, beaucoup de crises dans le monde et pour l'instant un manque patent de financement pour pouvoir répondre à toutes ces crises. Merci. J'avais promis la parole à Madame ici. Oui, Mamie Tabaou de la RTNC. Ma question, je l'adresse aux deux représentants de la FAO et du PAM, M. Alexis Bonté et M. Claude Julidard. Vous venez de dire un instant que vous étiez au Kasaï et au Tanganyika. Et quelles sont les mesures que vous avez préconisées pour cette situation sombre du Kasaï et Tanganyika? Ok, donc comme on le sait, la situation elle est assez complexe parce que c'est une crise humanitaire mais qui est induite par des problèmes et des soucis politiques et de gouvernance. Donc nous, on peut se charger d'une partie de la solution, mais déjà entre nos agences, on essaie de se coordonner. Donc là, par exemple, quand nous sommes partis au Tanganyika et Kasaï, nous étions associés avec des collègues qui ont, durant cette mission, rédigé un document de projet conjoint entre la FAO et le PAM, où il y a trois composantes. La première, c'est d'essayer d'aider les personnes là où elles sont. Parce qu'on veut éviter que l'aide humanitaire n'attire trop les gens vers des zones de retour où la sécurité n'est pas encore assurée. Donc cette aide-là, ça sera sous forme d'aide à l'alimentation, à la production locale et surtout à la nutrition, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont impliqués. Un deuxième volet dans ce projet, c'est dans les mesures du possible, et là où c'est faisable, c'est d'aider les gens qui vont retourner. Donc par exemple, dans le sud-est de Kananga, la route entre Kananga et Chimbulu-Dibaya, il semble qu'il y ait un front sécuritaire qui se stabilise. Donc là, on voit des gens qui reviennent dans leur village d'origine. Et donc là, on peut également penser à des projets pour recommencer la production agricole. Et il y a un troisième volet qui est plus de résilience, où on peut imaginer, mais ça je pense va se faire d'ici 6 mois, 1 an, si la situation s'améliore, où il y aura un retour à l'amélioration des moyens d'existence. Donc il y a des volets d'agriculture, des volets de crédit épargne, des volets de structuration des associations féminines, des associations de parents d'élèves. Et donc tout ça c'est un volet qui est beaucoup plus intégré, et on verra les deux agences travailler ensemble. Mais également, on va associer d'autres ONG et des agences comme l'UNICEF, parce que faire en sorte que les gens puissent se nourrir, c'est bien, mais il faut également qu'il y ait des structures sanitaires qui soient là, qui accompagnent pour assurer que les risques de malnutrition soient adressés de manière holistique. Okay. Merci. Nous repartons à Goma. Goma, on va prendre une question, et avant de revenir à Kinshasa. Goma, une question. Je voudrais juste rajouter en conclusion que vous le savez, le Congo peut nourrir 2 milliards de personnes. Le Congo peut produire et nourrir 2 milliards de personnes. Ce que nous, le PAM, nous voudrions, c'est de pouvoir venir acheter de la nourriture au Congo pour aller aider les pays qui sont victimes de la sécheresse et les pays qui sont victimes de guerre. Donc, sur ce, je voudrais encore une fois vous remercier tous de l'écho que vous ferez de cette situation qui, je pense, n'a que trop duré. Merci.
Merci à nos invités, merci à vous tous, c'était un plaisir. À la semaine prochaine.